Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Vous le savez, dans cette émission, on décrypte à chaque fois tout ce qui fait l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit business ou qu'elle soit sociale. Et aujourd'hui, on s'arrête sur le plan social avec un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui crée beaucoup de disputes, parfois, que ce soit dans les cafés ou que ce soit dans les foyers ou même ailleurs, même au sein des ministères. Ce sont les libertés individuelles. Où en est-on aujourd'hui des libertés individuelles? Un sondage vient de sortir, réalisé par le Centre marocain pour la citoyenneté, le CMC, où on voit que 60% des Marocains seraient pour le changement des lois relatives aux libertés individuelles. 52% des sondés se sont dit en faveur de la criminalisation des relations sexuelles hors mariage, c'est-à-dire qu'on en a 48% qui sont pour ou qui, en gros, ne s'expriment pas. Et puis pour le ramadan et la rupture du jeûne en public, 54% seraient d'accord avec l'interdiction de la rupture du jeûne en public. Des sujets, on le sait, qui cristallisent énormément de sentiments qui sont mêlés. Où en est-on aujourd'hui, fin 2023, des libertés individuelles? On en parle tout de suite dans Parole d'experts. Et avec moi sur le plateau pour en parler, j'ai énormément de plaisir de recevoir nos Astrali, que j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs fois sur des plateaux de radio, des plateaux de télé pour parler de ce sujet et d'autres. Merci d'être avec nous. Ex-ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, c'était dans le gouvernement Abbas El-Fassi. Bien d'accord. Et en face de vous, maître Rizliane Mamouni, avocate militante, féministe et fondatrice de l'association Kif Mama, Kif Baba. Absolument. On est en 2023 aujourd'hui. Quel bilan vous faites, vous? Écoutez, il n'y a pas de bilan à faire. Ce qui est, c'est que le Maroc a avancé sur le plan de la reconnaissance des droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus. Et les libertés individuelles font partie intégrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1948. Et également, on a une constitution marocaine qui reconnaît les droits et libertés et l'égalité en droit entre les hommes et les femmes et les libertés individuelles. Il y a une place très importante, non seulement dans les libertés individuelles, mais dans le respect de la vie privée. Or, nous avons un code pénal qui n'a pas été fait ni en 2000, ni en 2011, ni en 2020, qui a été fait en 1962. 1962, ça veut dire qu'il a plus de 60 ans. Il a largement, voilà, et il a été fait, il a été inspiré par le code napoléonien, et pas du tout par la charia, contrairement à ce que les gens peuvent croire. C'est un code pénal qui revient au code napoléonien, qui lui a évolué en France. Et au Maroc, on est resté attaché à une vieille loi qui ne vaut plus rien. Et notamment, on a l'article 490 qui interdisait les relations sexuelles hors mariage, bien pour 1960, si on veut, parce que les filles se mariaient à 16 ans, les garçons se mariaient plus ou moins à 20 ans. Aujourd'hui, les hommes se marient à 32 ans et les filles se marient à 26 ans. Et on a des études scientifiques du ministère de la Santé qui nous disent que les relations sexuelles commencent très tôt, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont des besoins, entre autres les besoins sexuels, ils ne sont pas mariés, eh bien, ça y va à tour de bras. Donc, dans la société, c'est une réalité, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, et qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est la réalité. Non, mais excusez-moi, je vais dire une chose très, très importante. Oui. C'est que ce phénomène, il est accepté pour les hommes. Il est validé socialement, même si la loi l'interdit. Socialement, il est largement validé. Mais pour les femmes, je vais vous donner un seul chiffre qui va peut-être vous convaincre. Est-ce que vous savez, c'est un chiffre du HCP, du Haut Commissariat au Plan, sur les violences à l'égard des femmes. Seuls 3% des victimes de viols ou d'agressions sexuelles vont porter plainte. Pourquoi? Parce que sinon, si elles n'arrivent pas à trouver la preuve comme quoi elles sont passibles, elles peuvent se retrouver en prison. L'article 490 et se retrouver en prison. Donc c'est une loi qui en fait conforte le viol. 97% des violeurs sont à l'abri, en sécurité, ils n'ont même pas de plainte contre eux. Alors vous avez mis le doigt finalement sur beaucoup de choses et qui impliquent beaucoup de points juridiques finalement. Il y a une réalité sociale, on ne va pas revenir dessus, et il y a une espèce d'hypocrisie, on va l'appeler comme ça. Tout à l'heure, avant de rentrer sur ce plateau, on parlait soit de tolérance, soit d'hypocrisie. Moi, je dis que cette tolérance est un peu le joli mot pour notre hypocrisie, mais qui en même temps fait en sorte que tout cela tienne. D'un point de vue juridique, comment
on peut traduire, quels sont finalement ce que vous revendiquez, et en tant que femme de loi, pour qu'on puisse aller vers, sans, on va dire, faire tout exploser d'un coup, parce qu'on sait que c'est très compliqué d'un point de vue des us et des coutumes et de la culture, sur quel point on peut avancer rapidement? Nous, nos revendications, je pense que le mouvement féministe entièrement ne veut pas une révolution en fait sur ces sujets-là. On veut simplement mettre à jour le code pénal des dispositions de la Constitution de 2011 qui prévoit les libertés et protège les libertés individuelles et pour laquelle 99% des Marocains ont voté. Rappelons en 2 mots, si vous voulez bien, le rôle de la prison. Le rôle de la prison, c'est de protéger la société contre un individu dangereux, c'est de transformer cet individu en quelqu'un de meilleur, et c'est aussi réparer la victime dans le préjudice qu'elle a subi. Mais franchement, dans toutes les infractions qui sont liées aux libertés individuelles, où par définition il n'y a ni coupable ni victime, ces rôles de la prison ne sont absolument pas remplis. Et en plus, on sait que nos prisons sont surpeuplées, que nos tribunaux manquent de moyens. Donc, il est temps peut-être de les alléger de ces infractions-là qui n'ont, encore une fois, où il n'y a ni coupable ni victime. Un petit focus aussi historique pour revenir effectivement au code de 62, donc post-indépendance, il a été effectivement copié-collé sur le code Napoléon qui date de 1810. 1810. Et alors les Français nous ont donné le code qu'ils avaient à l'époque, mais ils ont rajouté 2 choses. Ils ont rajouté la criminalisation des relations sexuelles hors mariage et la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Et les magistrats... Est-ce qu'on peut répéter ça? Parce qu'on l'a souvent dit sur beaucoup de plateaux, il y a beaucoup de gens qui le découvrent, même des jeunes, que cette loi qui interdit ou qui criminalise la rupture du jeûne en public, au-delà du fait que n'importe quel Marocain peut comprendre que voilà, il y a un respect, que même nous, on nous transmet de famille en famille sans vouloir le faire de manière ostentatoire, elle pourrait être jugée par la société, par les gens du quartier. Là, elle est jugée par la loi, de par le fait d'une loi française. Que des Français ont décidé, non mais c'est incroyable, merci vraiment de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Il y a un article qui est paru dans Zemen vraiment sur cette thématique-là. Les Français nous ont donc transmis leur code Napoléon de 1810, jusque-là tout va bien, c'est le même qui était en vigueur en France. Donc on ne peut pas dire qu'il nous est desservi ou discriminé. Mais à ça, ils ont ajouté 2 dispositions. Donc les relations sexuelles hors mariage et la rupture du jeûne pendant le Ramadan. Et à ce sujet, le général Lyautey, on retrouve ses lettres, elles sont publiées, vraiment il suffit de s'y intéresser, de les lire. Il écrivait à sa résidence générale en disant il ne faut pas qu'on répète la même erreur qu'on a faite en Algérie, il faut laisser aux Marocains, aux autochtones, l'illusion, je l'ai quasiment prise par cœur, l'illusion qu'ils maîtrisent la chose religieuse à condition que notre main n'apparaisse pas et que nous restions dans les coulisses. Bien, quand on a interrogé, et professeur Michel Zerari, que je salue, l'a fait elle-même, elle est encore vivante, elle peut en témoigner, elle a demandé à Adolphe Ruot, donc, qui est un magistrat français qui a participé à la rédaction du Code pénal de 62, elle lui a dit « Mais pourquoi tu m'as ajouté ces 2 dispositions-là par rapport au Code Napoléon qu'on a en France ?» Réponse de l'intéressé, pour faire plus marocain. Donc, pour vraiment nous maintenir dans cette illusion-là. Parce que pourquoi on n'a pas mis... Il y a beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, péchés. Il y a des péchés capitaux aussi, peut-être dans l'islam. Il y a l'interdiction des taux d'intérêt, le mensonge, l'hypocrisie est interdite, le fait de ne pas faire sa prière est interdit. Pourquoi toutes ces choses-là ne se retrouvent pas dans le code pénal? Pourquoi seulement ces 2 dispositions-là qui finalement font tomber les sanctions, encore une fois, sur les plus faibles, c'est-à-dire les femmes, pour ce qui est de l'article 490, et sur un peu les gens les moins influents qui pourraient être susceptibles de manger publiquement parce qu'ils n'ont pas de maison ou s'enfermer, etc. Donc, c'est une vaste blague presque, j'ai envie de dire, et c'est très important qu'on éclaire nos lois par notre histoire. C'est extrêmement important. Les dysfonctionnements qu'on a dans notre système juridique aujourd'hui viennent en grande partie d'une méconnaissance qu'on a de l'histoire de notre droit. D'ailleurs, l'histoire du droit ne s'enseigne pas dans les universités marocaines. C'est très, très regrettable. Et il faut vraiment y remédier. Donc, quand on connaît notre histoire, on arrive à comprendre aussi les défaillances. Et il faut savoir, du coup, pour le coup, j'ai fait l'exercice. On est remonté avant le protectorat pour savoir comment ça se passait. Oui. Et j'ai fait la découverte merveilleuse en étudiant des coutumiers, c'est-à-dire des recueils de coutumes écrites de plusieurs tribus, de constater que les relations sexuelles hors mariage n'étaient pas
punies. Il n'y avait pas elles n'étaient pas punies de prison, mais il y avait ce qui était puni, c'était les agressions sexuelles et c'était les relations sexuelles tarifées. Et même là, c'était puni d'amende et pas de prison. On va s'arrêter sur le point parce que c'est toujours... voilà. Vous vous rendez bien compte que ce sujet divise énormément et puis que dès qu'on est pour les libertés individuelles, notamment sur les relations sexuelles hors mariage, on est tout de suite traité soit d'occidentalisés qui veulent, on va dire, enlever tous nos piliers, toute notre culture, toute notre islamité, notre religion, etc., au nom de ces libertés individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité, si on est pragmatique, Nzaspeli, on sait très bien ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de la prostitution. Il y en a au Maroc des enfants abandonnés dans les poubelles. Il y en a au Maroc des mères célibataires. Il y en a au Maroc des enfants nés sous X. Il y en a au Maroc. Il y a de la pédophilie. Voilà. Mais ça fait reculer beaucoup de choses puisqu'on n'arrive pas finalement à mettre des mots dessus pour pouvoir les traiter efficacement. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une manière subtile pour que cette réalité du terrain, que tout le monde connaît, même les plus conservateurs, et même les plus conservateurs, certains s'y adonnent, on a eu des exemples qui ont défrayé la chronique, on est bien d'accord. Carrément. Voilà. Comment on fait pour que ça soit fait intelligemment, subtilement Voilà, alors je crois qu'il faut d'abord dire qu'avant, parce qu'on a parlé d'histoire, avant l'acte de mariage n'était pas écrit. L'acte de mariage, c'est-à-dire dans les siècles passés, l'acte de mariage n'était pas toujours écrit et c'était un acte de foi en quelque sorte, on faisait la fatiha, etc. Et on considérait que c'était un mariage. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que lorsque un homme de 30 ans ou de 40 ans va épouser une gamine de 16 ans et qui fait avec elle la fatiha, eh ben on va dire, oui, la fatiha, etc., il faut régulariser le mariage. Quand il y a un monsieur de 23 ans avec une fille de 22 ans ou de 21 ans, ou peu importe, eh bien, on les accuse tout de suite d'actes de relations sexuelles hors mariage et on ne va pas chercher à leur trouver une justification à cette relation sexuelle. Donc, il y a une question de volonté politique et comme tu as très bien dit, Rizlen, ce sont les femmes qui sont sanctionnées et je vous appelle à regarder tous les trucs de campagne d'assainissement à Casablanca, tourner dans les bars, etc. On fait sortir les hommes et on arrête les prostituées et on les amène par camionnette entière, les pires prostituées, entre guillemets. Ça veut dire toute femme considérées comme prostituées. Celles qui le sont et celles qui, on va dire, mais c'est une aberration totale. C'est-à-dire alors que la loi traite à égalité, disons, l'homme et la femme dans la relation sexuelle hors mariage en disant que tous les deux sont passibles de l'article 490, et bien la réalité, elle est tout autre. Et ce sont les femmes qui sont visées par cette répression. Il y a également, j'ai les chiffres aussi du ministère public qui date de 2020, je pense, dans lequel il nous donne quel est le nombre de dossiers qui a été traité par rubrique, c'est-à-dire lutte contre la violence, viol, etc., etc. On a des chiffres qui vont dans les moins que 1000, moins que 2000, et on arrive à l'article 490, c'est-à-dire le fait 7, et on trouve 20 000, 25 000, un truc comme ça, c'est-à-dire un chiffre beaucoup plus important, c'est-à-dire la priorité des politiques pénales au Maroc, ce n'est pas lutter contre la violence à l'égard des femmes, ce n'est pas lutter contre le viol, contre les agressions sexuelles, c'est lutter contre le facette à travers les femmes. Et moi, je suis curieuse de connaître la réalité de ce chiffre. Quel est le pourcentage de femmes? Je suis convaincue que 90% de ces gens qui sont, si ce n'est pas plus, qui sont arrêtés au nom du facette et au nom de l'article 490, ce sont des femmes. Donc en fait de compte, c'est une loi qui est faite pour punir les femmes, quelle que soit la raison par laquelle ils sont arrivés à avoir une relation. Alors tu lui dis, je réponds juste à la question concernant, il y a une manière subtile. Il n'y a pas de subtilité à avoir, il faut être clair. Il faut être clair et public et dire l'article 480. On sait que ça ne marche pas chez nous, enfin. Mais ça marche. Mais on n'est pas clair. On n'est pas clair déjà. On n'est pas clair sur la manière avec laquelle. Il faut d'abord expliquer parce que quand on n'explique pas, on va dire les relations sexuelles, c'est pas bien. Et hors mariage, c'est pas bien parce que c'est contraire aux croyances religieuses, etc. Mais en fait, c'est une réalité qu'il y a, vous savez qu'il y a les hommes et les femmes de 50 ans qui ne sont pas mariés, ça arrive à 9% pour les femmes et à 8% pour les hommes. Ça veut dire qu'on a, disons, 1/10 des hommes et des femmes qui ne sont pas mariés à 50 ans. Est-ce qu'on va les condamner à ne pas avoir de relations sexuelles? Ils ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas trouvé l'homme ou la femme de leur vie, peu importe.
Mais c'est une réalité, le besoin sexuel, c'est une réalité sociale. Et même si on fait, quelles que soient les mesures répressives qu'on va faire, il y aura des relations sexuelles, parce que la sexualité est un besoin fondamental. Fait partie de l'équilibre voilà, non, mais psychologique et qui est reconnu par l'OMS. Hein, voilà, le condamner moralement, c'est le droit de chacun. Si quelqu'un juge qu'il veut être, disons, dans la retenue, il veut faire ça dans le cadre du mariage, etc. Mais il est libre de le faire. Mais pourquoi aller condamner des gens qui vont... la loi n'est pas là pour régler les relations avec la religion. Elle est là pour régler les relations entre les êtres humains. S'il n'y a pas de violence, s'il y a consentement, si ce sont deux personnes adultes, ils ne dérangent en rien la société. On doit dépénaliser les relations sexuelles. S'il s'agit d'une mineure, ou des mineurs, s'il s'agit d'une relation violente non consentie, là, il faut taper très dur avec le couple. Point juridique. Là aussi, je vais être extrêmement technique, et ça, on en a beaucoup parlé aussi dans des émissions radio. Comment on prouve une relation sexuelle en mariage? Merci, c'est une excellente question. Normalement, même la religion impose des conditions avec les 4 témoins, le fil, etc., et des sanctions qui ne sont pas reprises dans le code pénal. Là, mais on a un article, le 492 de mémoire, qui vient nous dire que pour ces infractions-là, pour les relations sexuelles hors mariage donc, et l'adultère, le corollaire, on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un PV de l'officier de police judiciaire qui, selon lui, sur la base de correspondance même, il peut se baser sur des correspondances, considère ou acquiert l'intime conviction qu'il y a eu relation sexuelle hors mariage. Et point. Et ça suffit. Le PV de l'officier de police judiciaire fait foi et ça suffit pour poursuivre les gens. Parfois, ils sont au café ou bien... Mais bien sûr, dans une même voiture, etc. Et c'est très intéressant le chiffre que vous donniez tout à l'heure de à peu près 20 000 personnes poursuivies en 2020 pour relations sexuelles hors mariage. La même année, il n'y en avait que 708 qui étaient poursuivis pour viol. C'est dire justement le gap qu'il y a entre quel est le rôle de la loi? Est-ce que c'est protéger la société des violences, protéger l'individu des violences ou de violences qu'il peut subir, ou protéger la moralité de la société? Dans le code pénal de 1962, c'est clairement dit, dans la philosophie générale, on privilégie la moralité, l'ordre public sur les personnes. D'ailleurs, le viol même, l'infraction, le crime de viol figure dans un chapitre qui s'intitule « De la protection des familles et de l'ordre moral ». Enfin, on est quand même les principales concernées. Peut-être complètement. Donc, c'est la base de la philosophie et des valeurs qui sont dans la consolidation, c'est ça, et dans les engagements internationaux. Et il y a donc une différence. Excusez-moi. Ça, si je résume un peu tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est un combat de femmes. C'est pas un combat de société, c'est un combat de femmes. Non, c'est un combat de société, mais dans lequel les femmes... Voilà. Tout le monde est, bien sûr, tout le monde est concerné, mais ce sont elles qui sont le plus visées. Parce que, pour rebondir aussi sur la précédente question, qui est de comment faire pour convaincre, ouvrir un peu, éclairer, disons, les yeux de tout le monde, il y a effectivement un volet déconstruire, vraiment, nous, les féministes, simplifier et clarifier ce qu'on demande, dire qu'on ne demande pas une révolution, que ceux qui ne veulent pas faire de relations sexuelles hors mariage, mais de grâce, ne le faites pas. C'est pas notre but, on n'est pas dans la promotion, on n'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On peut toujours, ça ne me dérange pas qu'il y ait des conservateurs qui considèrent que c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Il y en a dans toutes les sociétés. Ok, c'est dans toutes les sociétés. Les religions voient très mal. Ils ont le droit. Ils ont le droit de rester, bien sûr. Mais même ces gens-là, on parlait tout à l'heure du karma ou de l'histoire de la plage, etc. Mais même les plus conservateurs d'entre eux ont des enfants des adolescents qui peuvent avoir des relations sexuelles hors mariage. L'âge, nous a rappelé tout à l'heure, l'âge des premières relations sexuelles, il est étonnamment bas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui sont très, très conservatrices? Quand on leur pose la question de savoir est-ce qu'elles préfèrent régler ce problème-là en famille, au sein de la cellule familiale et trouver des solutions, etc. Ou bien avoir la fourgonnette de police au tribunal et puis la prison, etc. Tout de suite, elles se ravissent et disent « Ah oui, d'accord, c'est ça que vous voulez ». On dit « Oui, c'est ça qu'on veut ». C'est pas transformer la société. Chaque société évolue au rythme à son rythme, sous l'influence de divers critères. Et la société marocaine évoluera aussi à son rythme. On ne veut rien bousculer, mais on veut juste que ces personnes-là arrêtent d'aller en prison. Et en rappelant quoi aussi, une fois qu'on a déconstruit, en rappelant les conséquences désastreuses de ces articles-là. Pourquoi les femmes ne vont pas porter plainte pour viol? On a 3%, c'est encore moins que le minimum international, parce qu'on sait qu'à l'international, les agressions sexuelles et les viols, ce sont des crimes qui sont extrêmement difficiles à prouver. Si on n'agit pas dans l'heure, c'est pour ça que certains pays ont inventé le kit du viol, etc. Mais si on ne réagit pas immédiatement, les preuves disparaissent. Et qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là qui sont quand même déterminées ou qui arrivent à se convaincre et à trouver le courage
et je les salue d'aller porter plainte, et ben, quand elles n'arrivent pas à prouver l'infraction qu'elles ont subie, elles sont emmenées directement du bureau de l'officier de police judiciaire qui est censé prendre leur plainte à la détention provisoire. Et c'est arrivé, on a eu des cas de suicide à cause de ça. Donc en fait, quand est-ce qu'on va s'arrêter avec ça? Enfin, les chiffres des violences explosent à l'égard des femmes, et l'article 490, c'est un des obstacles qui se dresse sur la route de ces femmes-là. La prévention de la grossesse hors mariage, qui empêche l'avortement, qui empêche la reconnaissance des enfants nés hors dans le Maroc de 2023, qui avance, qui prend sa place d'un point de vue géopolitique, qui prend le large par rapport à la France, qui prend vraiment, on va dire, rayonne de plus en plus avec l'équipe de foot masculine, l'équipe de foot féminine, qui monte tout ça. Qu'est-ce qui fait peur aux institutions, à l'appareil législatif pour modifier au moins un petit peu cet article 490 qui finalement pose le plus gros des problèmes? Est-ce qu'on a peur que la société se transforme en un, excusez-moi le terme, en un lupanar géant? C'est de peau, la peur. Il faut déconstruire le haut, parce qu'il arrive souvent qu'on dise notre société elle est conservatrice. Non, elle n'est pas conservatrice, notre société. Quand je vois le sondage, on est à moite-moite, hein, c'est 52, 54. Mais alors bon, c'est un sondage du CNC, on pourrait en foutre. Ça serait bien de voir il y a 20 ans quel est le pourcentage. Le sondage, il dit plus de 60% des Marocains sont favorables aux lois pour les libertés individuelles. Oui. Entre ceux qui sont pour, déjà, il y a 60%. Il y a ceux qui ne savent pas trop. Ce que c'est non plus. Qui ne savent pas trop non plus ce que c'est, etc. Et puis il y en a qui ont juste une pensée binaire, ديال halal ou haram. Voilà. Oui. Alors dans la pensée binaire, c'est plus facile de dire halal que de dire quelque chose qui... C'est-à-dire si on n'a pas la culture suffisante pour pouvoir juger. On a tous grandi avec ça. Oui, non. D'accord, mais il faut quand même un niveau pour pouvoir analyser, dire oui, ce n'est pas halal, mais comprendre ce qui se passe par la suite. Donc ce qui fait la pensée primaire, elle va se contenter de dire c'est binaire, relation hors mariage, c'est pas... C'est pour ça que les sondages doivent être... Donc ce qui fait les sondages sont très... Mais moi, je crois comme indicateur. On n'a pas une société qui a la tradition de sondage. Notre société, elle n'est pas conservatrice. Notre société, dans sa pratique, elle est très tolérante, elle est très évolutive, et elle ne fait pas beaucoup de bruit autour de ce qu'elle fait. Par exemple, il y a de la consommation d'alcool, et ça va par 1 million de litres d'alcool chaque année. Et on a des magasins qui, aujourd'hui, refusent de vous donner un ticket de caisse lorsque vous achetez de l'alcool. On montre l'hypocrisie dans laquelle on vit absolument. Et donc, il ne prend pas sur le droit du consommateur. Il y a une différence entre ce que font les gens et ce qu'ils disent. Alors, il n'a pas trop dit des choses. Alors, donc, ce qui fait qu'on arrête de dire que les Marocains sont conservateurs. Les Marocains sont tout. Non, dans les faits. Sauf conservateurs, dans les faits. Mais en parole, ils n'aiment pas faire de vagues. Ouais. Ils aiment bien dire, voilà, on laisse les choses... Donc, il faudrait une loi qui fasse pareil. Non, la loi doit être claire, abrogée clairement. Parce que c'est la loi aussi qui forge les esprits. Ouais. Quand on a dit l'âge de mariage à 18 ans, c'est une règle qui doit rentrer dans l'esprit des gens. Avant 18 ans, il n'y a pas de mariage. Malheureusement, comme vous dites, le louvoiement, ça conduit à une catastrophe. Le louvoiement de dire oui, mais dans des cas, etc. Et du coup, on ouvre la porte. Et quand on ouvre la porte, on s'est fait avoir en 2004. Ce qui était censé être une révolution tranquille. On a prévu la dérogation. Et ils se sont engouffrés dedans en disant, voilà, tout le monde va commencer à faire des scénarios pour amener le juge. Moi, je n'hésite pas à Là, vous parlez du mariage de mineurs. Hein. Mariage de mineurs. Je parle du mariage de mineurs, qui est un crime. Et qui est puni par le code pénal. Le code pénal, explicitement, il dit que toute relation sexuelle avec un mineur, même sans violence, est punie par, disons, une peine de prison, etc. Mais ce n'est pas appliqué. Et donc, on a laissé la porte ouverte. Aujourd'hui, il faut être strict. Aujourd'hui, il faut dire, moins de 18 ans, c'est un crime. Et il faut des sanctions. Un crime doit être sanctionné. Et on doit appliquer ça. On ne doit plus laisser la porte à l'exception qui devient... Alors, dernière question sur ce plan, vous reviendrez pour qu'on parle des autres types de libertés individuelles, mais quand on a un ministre de la Justice qui pointe le doigt, ça c'est quand même... Bravo, il est courageux. Il est courageux. C'est la première fois, parce que c'est le premier concerné. Moi, il a reçu, bien sûr, nécessairement toute la volée de bois vert, et puis... D'une minorité qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup, et c'est les minorités assourdissantes. Donc, finalement... Est-ce qu'on est en bonne voie pour
justement, changer sur cette hypocrisie totale et qui pose beaucoup de tort aussi, qui peut poser, alors d'un point de vue économique et même d'un point de vue touristique, quand vous avez un couple quand moi je vais avec ma femme dans un hôtel, on me demande l'acte de mariage. Mais les étrangers, à mon âge. Et les étrangers, étrangers, au contraire, et c'est illégal. Et 2 hommes peuvent aller dans la même chambre. On a 45 ans de mariage, on nous demande l'acte de mariage. 2 hommes peuvent aller dans la même chambre dans un hôtel et 2 femmes peuvent aller dans la même chambre dans un hôtel. Bah oui. Donc ça revient. Mais par exemple, si on doit appliquer strictement la loi, les Marocaines ou binationales qui vivent à l'étranger, qui ont des relations sexuelles à l'étranger hors mariage, qui ont des enfants, je pense à une ancienne ministre française d'origine marocaine, normalement on devrait l'arrêter quand elle descend à l'aéroport. Ils ont failli le faire. C'est pas vrai. Il y en a un qui a lancé une plainte. En principe, selon les... pourquoi il y a 2 poids 2 mesures du coup. Parce qu'elle est étrangère et... techniquement. Non, mais heureusement, heureusement qu'ils l'ont pas fait, franchement. Mais bon, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, il y a vraiment un 2 poids 2 mesures à ce niveau-là. Oui, de la justice en plus. Ça aurait peut-être fait avancer la cause. En tout cas, pour notre ministre de la Justice, vraiment, on salue vraiment le travail qui est fait en termes aussi de déconstruction, de vulgarisation du sujet, etc. Moi, je dis souvent, depuis ces dernières années, vraiment après 10 ans de PJD, que les astres s'alignent, parce qu'entre l'annonce de Wahbi d'un nouveau code pénal, l'annonce de Sa Majesté d'une nouvelle Moudouana, les astres s'alignent pour l'histoire du mouvement féministe, pour l'histoire du droit de notre pays. Justement. Mais on attend de voir aussi ce que ça va donner par écrit. Je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour dire que ça va changer, parce qu'il y a une société civile qui est très mobilisée, qui est unie, qui est convergente, qui est des centaines d'associations qui sont réunies, groupées. Et récemment, il y a une dizaine de jours, il y a eu une grande manifestation où toutes les coalitions se sont regroupées pour dire ensemble ce qu'on veut pour le Code de la famille. Donc, on veut aller très loin en matière de mise en œuvre de l'égalité et de la légalité nationale et internationale, l'harmonisation avec la Constitution et avec les conventions internationales. On a un roi au plus haut niveau de l'État qui a une vision extrêmement positive et il faut voir sa lettre du 26 septembre. Le contenu de cette lettre, mais il va totalement dans le sens il répond, disons, aux attentes du mouvement féminin et de la société moderniste. On a un ministre aussi qui est très courageux et qui exprime sa position de façon très, très avancée. Et puis on a un phénomène aujourd'hui participatif, inédit, dans lequel la société civile se présente auprès de l'instance qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi, avec le ministre de la Justice, le président délégué du Conseil supérieur de la magistrature et le ministère public, avec d'autres ministères, avec les ulama, avec le ministère de l'action sociale, de la famille et de la solidarité, et avec le Conseil national des droits de l'homme, et ils écoutent la société civile. Et ils nous disent, c'est vous qui connaissez les vrais problèmes avec les femmes, parce que vous êtes dans la proximité avec les femmes. Donc ils nous écoutent, et moi je vois mal comment des gens qui écoutent la société civile peuvent faire comme s'ils n'avaient pas entendu, comme s'ils ne connaissaient pas les drames de la société. Surtout dans un Maroc jeune qui émerge avec de nouvelles... avec une modernité et qui ne renie absolument pas ni sa marocanité, ni sa religion, ni quoi que ce soit. Non mais c'est ça. Qui brille et qui font briller le Maroc. Regardez les jeunes footballeurs, Merci beaucoup. Vous reviendrez, etc. Et j'étais épaté par le fait que vous ayez cité au moins 7 institutions. Voilà, c'est le ministère de la Femme et Château. Moi, des fois, j'y arrive pas. Mais merci beaucoup, Merci, Evelyne Mamouni, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. On refera un point sur les libertés individuelles dans quelques mois. On verra si les choses avancent comme souhaité. Et puis, ça fait un moment que, encore une fois, on a des jalons. Hein. Et j'aimerais juste préciser une chose, Nasrali. Encore une fois, vous serez d'accord avec moi. C'est qu'il y a à peine 20 ans, il aurait été impossible d'avoir ce type de discussion sur ce type de sujet. Un peu plus de 20 ans. Début 2000 ça se disait, mais c'était moins courant. Maintenant, on parle de l'héritage, de l'égalité en héritage. On parle de la reconnaissance des enfants nés hors mariage avec leur pleine identité familiale. Bon, c'est un peu frustrant en émission. On reviendra là-dessus. Le lien, il est là. On reviendra là-dessus. On a déjà fait une émission sur la Moudawana. On y reviendra, bien évidemment. Merci à vous. Nous, on se retrouve très vite dans Parole d'Experts. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube comme d'habitude et n'hésitez pas à nous dire quels sont les sujets que vous voulez qu'on traite pour vous. À très bientôt. Laissez cette petite discussion, ils vont l'enlever, je parie.